Reprenons. Donc, on veut montrer ce théorème là-bas avec un PC qui va être explicite dans la preuve. Vous l'avez deviné, la preuve va passer par un algorithme d'épluchage de pinning. Alors, essayons de l'intuiter. Vous avez votre carte. Alors, je vais faire un truc pas trop saugrenu au début. Voilà. Voilà, peut-être. 1, 2, 3, 4. Et puis, on va dire ça déjà. OK. Disons que ça c'est blanc, disons que ça c'est noir, disons que ça c'est noir pour démarrer mon exploration, disons que ça aussi c'est noir et que tout le reste est blanc. Là, le cluster est fini, vous êtes d'accord avec moi. Mais comment on aurait pu essayer de le découvrir pas par pas? La manière la plus naturelle, c'est de se dire, bon, bah, je démarre au tout début. Au tout début, j'ai ma carte que je vois comme complètement unknown, pas du tout découverte. Il me manque du bleu. Ah non, c'est bon. Hop. Donc un unique trou infini de longueur infinie, donc, avec mon arête racine ici et une petite face à sa droite, toute noire. Vous allez vous dire, oui, non, mais là, comment ça apparaît, ces trucs-là? Ben ça apparaît quand je vais venir faire le pinning ici, que je vais commencer à identifier des trucs. C'est ça qui va me produire ces arêtes. Donc au début, je ne les vois pas. J'ai juste un trou de périmètre infini. Les trous, c'est forcément simple, avec un bord simple. OK. Et je suis là et je veux savoir à quoi ressemble le cluster de l'origine. Donc je suis ici, ça c'est mon origine. Donc naturellement, j'ai envie d'éplucher quelle arête? La plus naturelle, c'est celle-ci. D'accord? Donc, je vais éplucher cette arête. Oula. Je vais éplucher cette arête. Mais bah, dis donc. Et voir ce qui se passe. Alors, si j'épluche cette arête dans cette carte, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, je découvre un événement de type C. Donc, je suis là et je découvre un événement de type C. Hop, j'ai cette face et maintenant, je peux révéler sa couleur. J'ai une nouvelle face, je révèle sa couleur. Est-elle noire, est-elle blanche? Si elle est blanche, c'est fini, je suis coincé. Si cette face-là était blanche, mon cluster serait fini. Il se trouve qu'elle est noire. Donc, quel est maintenant le statut de mon exploration? Eh bien, j'ai un unique trou infini qui n'a pas été exploré. Et alors maintenant, on peut se dire, bon, bah, je vais continuer à explorer mon cluster. Par où je vais? Alors, il y a différentes façons de procéder, mais la façon la plus naturelle, c'est pas de prendre l'arête du milieu ici, parce qu'on serait en quelque sorte un peu au milieu du cluster, c'est pas très bien. Ce que je vous propose plutôt de faire, c'est d'explorer toujours l'arête la plus à droite dans le cluster. La plus à droite au sens gauche. Donc, je vais explorer cette arête-là. Pour essayer, vous voyez, mon cluster, il est là. Et je vais essayer de découvrir vers la gauche de mon cluster ce qui se passe. Donc j'explore cette arête-là. Que se passe-t-il dans la carte? Et si j'explore cette arête, donc là, je mets l'exploration au fur et à mesure, je suis là. Donc ça veut dire que je découvre une face comme ça. D'accord? Donc j'ai eu un événement de type C encore. Très bien. Je révèle la couleur de cette face. Ah, il se trouve qu'elle est blanche. Donc mon cluster, ici, il est arrêté ici par cette face blanche. Donc je vais essayer toujours d'explorer mon cluster le plus à gauche possible. Donc maintenant, je vais éplucher cette arête là. D'accord? Je révèle ce qu'il y a dans la carte. Donc c'est un événement de type C encore. Donc, j'ai ça. Je révèle la couleur de cette face. Il se trouve qu'elle est noire. Bien, mon cluster continue. J'explore le plus à gauche de mon cluster, donc je révèle cette arête là.
D'accord? Donc dans la carte, qu'est-ce que je fais? Je fais le pinning de cette arête ici. Qu'est-ce qui se passe quand je fais le pinning de cette arête? Eh bien, j'ai un événement de type G infini 0. Hein, parce que l'événement qui va apparaître, c'est un événement comme ça. Je suis en train de faire le pinning de cette arête-là, et en fait, cette arête va être identifiée avec l'arête qui est juste sur sa droite. Donc c'est un événement de type G infini 0. 0 parce que, vous vous souvenez ici, une petite bulle de taille 0 qui contient un sommet. D'accord? Donc ça c'est noir, ça c'est noir. D'accord? Donc qu'est-ce que j'obtiens après le pinning de cette arête? J'obtiens cette carte-là. Je n'ai pas révélé de nouvelles faces ici, notez bien. Ça c'est noir, ça c'est noir, et ça c'est blanc. Et mon unique trou de périmètre infini est ici. Formellement, si je veux être tout à fait formel, en fait j'ai un trou de périmètre 0 ici. Ça aurait pu être un trou de périmètre 2, je m'en fiche, parce que c'est un trou fini. Donc pour savoir si le cluster est fini ou infini, j'en ai pas besoin. D'accord? Pareil, je continue à explorer mon cluster vers le plus à gauche possible. Donc quelle est l'arête que je vais explorer maintenant? Celle qui est tout au-dessus. Donc maintenant j'explore l'arête qui est tout au-dessus. Ça correspond à faire ce pinning dans la carte. Qu'est-ce que je découvre? Eh bien je découvre encore un événement de type C. Je découvre ça. Notez bien encore que, en faisant cet événement, je ne sais pas si ces deux faces sont collées ou pas. Okay, maintenant, je révèle la couleur de la face. Eh bien, la face est blanche, donc je suis bloqué. Donc, je continue à essayer d'explorer mon cluster par l'unique direction qui lui reste, la plus à gauche, qui est celle-ci. Je fais le pinning de cette arête-là. Qu'est-ce que je découvre dans la carte? Encore un événement de type C. Hop, hop, hop. Et là, je suis bloqué. Mon cluster est fini. Parce qu'il ne peut plus s'étendre, il est complètement enveloppé par des faces blanches. C'est fini. D'accord? On l'a fait sur cet exemple, mais essayons d'abstraire ce qui s'est passé. Donc de manière générale, on fait une exploration farcie de la carte sous-jacente telle que EN ressemble à cela. EN ressemble à une certaine carte qu'on a explorée. Et le long de la carte qu'on a explorée, la frontière, c'est-à-dire les faces, je vais le faire comme ça. Et là, ça c'est ma face racine, et tout ça, ça fait partie du même cluster. Qu'est-ce que je veux dire par cet événement? Je veux dire que EN ressemble à une carte. Donc, comme EN est farci, il ne reste qu'un seul trou infini, qui est celui-ci. Et sur le bord de ce trou infini, les conditions au bord, pour les faces, sont de cette forme-là, c'est-à-dire toutes les faces ici sont blanches. Ça, c'est blanc. Et il y a certaines faces ici sur le bord qui sont noires. Rappelez-vous, hein, par exemple, si vous regardez là-haut, par exemple, ce cas-là, vous voyez, tout est blanc, 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 et il y a 1, 2, 3, 4 arêtes, dans le cas du milieu là-haut, qui sont adjacentes à des faces noires, et ces faces noires sont dans le même cluster que l'origine, à chaque fois. Donc il y a un certain nombre de faces noires ici, enfin un certain nombre d'arêtes
adjacentes à des faces noires. Hein. Il se peut par exemple que j'ai un truc comme ça. Hein. Ça peut être une face noire. Et j'ai 1, 2, 3 arêtes, donc ils sont adjacentes à une face noire qui fait partie du cluster de l'origine. D'accord? Supposons que l'on ait ça. Alors je vous dis, la prochaine arête à éplucher, je vais effacer pour que ce soit plus clair. Je n'écris pas formellement ce que ça veut dire, mais j'espère que vous avez compris sur le dessin. Ça veut dire que les conditions au bord, c'est blanc partout, sauf un segment d'arêtes qui sont toutes adjacentes, ou incidentes, je devrais dire, à des faces noires qui, elles, sont reliées au cluster de l'origine. C'est clair pour tout le monde? Si tel est le cas, eh bien, la prochaine arête à éplucher, c'est l'arête la plus à gauche qui est adjacente à une face noire. Ça, c'est A de EN. Alors, vérifions que si on applique cet algorithme, les conditions au bord que l'on a ici sont préservées. Alors, quels sont les cas de figure? Il y a, donc ça c'est la partie noire, et tout le reste c'est la partie blanche. Ça c'est l'arête que je suis en train d'éplucher. Et, je vous rappelle, tout ça, ça fait partie du même cluster que l'origine. Donc, premier cas de figure, vous avez un événement de type C. Quand vous avez un événement de type C, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous découvrez juste une nouvelle face. Tout ça, ça fait partie du cluster. Disons que la face est blanche. Donc ça, c'est un événement de type C qui arrive aussi avec proba en plus 1 moins P. Parce qu'il faut que la face soit blanche. Mais je prétends que ça, c'est bien de ce type-là. Pourquoi? Parce que si vous regardez toutes les arêtes ici, elles sont adjacentes à une face blanche. Ici, là, c'est bien une arête adjacente face blanche, face blanche, face blanche. Ici, hop, face noire, face noire, face noire, et après face blanche. Donc si vous découvrez un événement de type C et que la face que vous révélez est blanche, vous êtes encore de ce type de condition au bord. Donc ça, je vais l'appeler C blanc. Vous avez l'événement C noir, qui consiste à révéler une face noire. Et encore une fois, mes conditions au bord sont bien préservées parce que là, j'ai blanc, 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 noir, 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 blanc, 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 blanc. Et de plus, ça, c'est bien relié au cluster de l'origine parce que, par hypothèse, la face adjacente ici était reliée au cluster de l'origine. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Il y a les événements de type G, K sur la gauche infini. C'est quoi les événements de type G, K sur la gauche infinie? Ça veut dire que je vais identifier cette arête avec une arête qui est sur la gauche, englobant un trou de taille 2K ici. Alors je vous le fais, c'est un truc de ce type-là. Donc j'ai du noir, 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 ça c'est noir, ça c'est noir, après ça devient blanc, et là j'ai du blanc, blanc, blanc. Voilà, c'est ça, je suis en train de faire ça. Donc l'événement de type GK infini, c'est ici, il va y avoir un trou de taille 2K sur la gauche, en collant ces deux arêtes. Mais imaginez que je colle ces deux arêtes, et regardez le nouveau trou infini, je prétends qu'il a encore les bonnes conditions au bord. Blanc, 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 noir, 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 blanc, 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 blanc. Et tout ce qui est là est encore bien connecté au cluster de l'origine. Qu'est-ce qui reste comme cas de figure? Il reste les événements G infini K, où cette fois, j'identifie cette arête avec une arête qui est sur la droite. Procédons. Donc quel est le dessin? Le dessin, cette fois-ci, c'est ça, ça. Donc là, c'est blanc. Là, c'est blanc. Là, c'est noir. Là, j'ai du noir. Disons jusqu'ici, j'ai du blanc. Hop, là, c'est noir. Là, c'est un 2K. Donc ça, c'est l'événement G infini K.
Et donc j'identifie là. Vous voyez que si cet événement apparaît, qu'est-ce qui se passe pour le cluster de l'origine? Parce que je vous rappelle que tout le noir, là, ici, est relié au cluster de l'origine. Eh bien là, mes enfants, vous êtes coincés. Là, le cluster de l'origine est forcément fini. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus s'étendre ici. Il y a une barrière. Qu'est-ce que ça veut dire, ce blanc? Là, ça veut dire qu'il y a des faces ici. Toutes ces faces sont blanches. Donc ça forme une barrière pour le cluster de l'origine. Donc sur un événement de ce type-là, le cluster de l'origine est fini. Vous allez me dire, oui, non, mais il peut s'étendre ici, à l'intérieur. Mais ça, c'est forcément un trou fini. Ici, il y a un nombre fini de faces. Donc sur un événement ici, c'est stop. Le cluster est fini. Quelle est la question? On se demandait si le noir pouvait faire le tour et... J'y viens, très bonne question. Bon, ça prouve qu'il y a au moins une demi-personne qui suit. Effectivement, sur ces événements GK infini, il y a le cas où K n'est pas assez grand pour avaler tout le noir. Donc il peut se passer ça. Il se peut que le noir fasse tout le tour jusqu'ici et que le blanc commence seulement là. Et là, ce n'est pas fini. Là, ce n'est pas fini parce que ici, le cluster peut continuer là. OK? Alors, 2 points. Premier point, comme tout à l'heure, là, je suis en train de faire un pinning qui est en fait dirigé par une percolation sur la carte. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Réponse, il faut écrire l'algorithme de peeling ici comme un algorithme qui dépend de la carte, de manière déterministe, avec un aléa que j'appelle petit oméga, qui a été choisi auparavant de manière indépendante de la carte. Là, c'est à peu près clair. Quel est le seul aléa dont vous avez besoin? C'est à chaque fois que vous découvrez une face, vous avez besoin de savoir si c'est noir ou blanc. Donc, ce que vous faites, c'est que vous tirez une suite 0, 1, 0, 1, 0, 1 de Bernoulli indépendante, probabilité P d'avoir 1, et à l'aide de cette suite, vous pouvez savoir à chaque fois si vous découvrez une face, si elle est noire ou blanche. C'est tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez découpler l'aléa de la percolation et l'aléa de la carte en 2 aléas indépendants de manière triviale, et vous pouvez faire cet algorithme. Donc, c'est bien un algorithme de peeling sur lequel on va pouvoir appliquer nos résultats. Bien. Deuxième remarque. Donc ça, c'est bien, c'est la remarque, c'est la remarque principale. Deuxième remarque, c'est regardons ce que je vais noter Bn. C'est la longueur de ce que j'appelle l'interface noire. La longueur, c'est-à-dire le nombre d'arêtes, qui sont incidentes à des faces noires. Alors, ici, par exemple, ce serait quoi Bn? Ici, ce serait 1, 2, 3, 4. Ici, B, je ne sais pas, B machin est égal à 4. Après cet événement, là, B machin vaut 1, 2. Là, ce sera 2. Et là, ce sera 0. Il n'y a plus d'arête noire. D'accord? Alors, regardons comment Bn évolue. Regarde-t-on delta de Bn. Si on a un événement C blanc, ça c'est l'événement C noir, sur un événement C blanc, delta Bn vaut moins 1. Je bouffe une arête noire et c'est tout. Donc ici, j'ai delta Bn qui vaut moins 1. Sur un événement C noir, delta Bn vaut moins 1, parce que je mange cette arête, mais plus 3. Donc ici, delta Bn vaut moins 1 plus 3. Je l'écris comme ça, vraiment.
sur un événement de type GK infini, delta Bn vaut moins 1. Je mange des arêtes blanches, mais les arêtes noires, j'en mange qu'une. Et sur un événement de type GK infini, G infini K, là, que vaut delta Bn? Toujours moins 1, moins, au maximum, qu'est-ce que je soustrais? Au maximum, moins 2K, moins 1, le tout, inf Bn. Parce qu'au maximum, ça c'est quoi? Ça c'est 2K plus 2, avec un moins devant. 2K plus 2, c'est la longueur de toute cette bulle. Donc, au maximum, si Bn est plus grand que la longueur de cette bulle, j'enlève toute la bulle. Donc j'enlève 2K plus 2. Mais si Bn est plus petit, alors je mange tout Bn. En gros, si vous voulez, si Bn est plus petit que ça, le coup d'après, Bn vaut 0. Je vous laisse réfléchir là-dessus. OK. Et alors après, il y a... Donc là, on a compris ce que faisait delta Bn. Et il y a un lemme déterministe très simple. C'est que C, le cluster de l'origine, est infini si et seulement si, eh bien, Bn est positif pour tout n. C'est-à-dire que l'exploration ne s'arrête pas. Pourquoi? On a vu, j'ai essayé de vous convaincre tout à l'heure, on a vu que si on a un événement comme ça qui arrivait et que Bn vaut 0, le cluster doit être fini parce qu'il est bloqué par une rangée de blancs ici. Inversement, si le processus continue ad vitam aeternam, eh bien vous voyez bien que ça se voit très facilement que le cluster de l'origine est infini. OK, donc ça, lemme facile. Je vous le laisse. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de savoir? On a envie de savoir si Bn démarré de 1, par quoi on démarre? On démarre tout au-dessus là-haut, Bn vaut 1. On a envie de savoir si Bn peut rester positif ou pas. Bon. Eh bien, maintenant, on se rappelle des probabilités de transition du peeling dans le demi-plan. On sait exactement quelles sont les probabilités de ces différents événements. On le sait très exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous vous souvenez? Et donc, on remarque que Bn évolue comme une marche aléatoire à incrément indépendant démarré de 1 et tué et mise à 0 dès qu'elle touche Z-. D'accord? Parce que vous voyez que les incréments, ils vont être indépendants et la seule chose qui se passe, c'est que si l'incrément est trop négatif, eh ben je mets Bn égale 0. Donc ça veut exactement dire que je prends une marche aléatoire et dès qu'elle passe en dessous de 0, je la tue et je la mets à 0. D'accord? C'est quoi ces incréments? Je vous montre ces incréments. Alors les incréments, je vais les appeler θ p. Non, pas θ. Xi. Xi p, c'est quoi la loi de Xi p? Eh bien, ça vaut moins 1 avec proba 1 moins p fois l'événement C. Vous vous souvenez, c'était quoi la probabilité de l'événement C? C'était nu1. Vous vous souvenez de nu1, c'est 2 tiers. Ça vaut moins 1 plus 3
avec proba P fois nu1. Ça vaut moins 1 avec proba 1 demi de nu moins K pour K positif. Ça, c'est les événements G, K infini. Pardon, moins K, moins 1. Voilà. Et ça vaut moins 2K moins 2 avec proba 1 demi de nu moins K moins 1. Voilà. J'espère que je ne me suis pas planté, on va le voir tout de suite. Donc vous avez, alors là, deux façons de faire. Soit vous écrivez explicitement on sait exactement ce que c'est, ça, nu de moins K. Donc vous faites le calcul, vous voyez ce que c'est que cette loi d'incrément. Mais avant de faire le calcul, qu'est-ce que vous voulez montrer? Vous voulez savoir, donc ici vous avez une marche aléatoire avec des incréments I, D. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir si elle touche 0 ou pas. Qu'est-ce qu'il suffit de calculer? Pour savoir si une marche aléatoire démarrée de 1 va toucher les négatifs ou pas, il suffit de voir si elle a un drift ou pas. Si l'espérance d'un incrément est positif ou pas. Hein, parce que si votre espérance, alors je l'écris ici, si espérance de xi p est positif, alors il se peut que Bn soit positif pour tout n avec proba positive. Pourquoi? Parce que votre marche aléatoire associée, elle va drifter vers l'infini, elle va tendre vers plus l'infini, donc il y a une probabilité positive pour qu'elle ne voit jamais les négatifs. Oui? Quand vous dites il se peut, qu'est-ce que c'est que ce symbole qui ressemble à un ensemble? Il se peut, vous appelez ça? En revanche, si l'espérance de xi p est négative ou nulle, si c'est négatif, vous savez que vous allez drifter vers moins l'infini, donc vous allez toucher les négatifs. Mais si ça fait 0, bien vous savez que votre marche aléatoire oscille. La limite sup et la limite inf valent respectivement plus et moins l'infini. Alors, probabilité que Bn égale 0 à partir d'un certain rang, ça vaut 1. Donc, il vous reste juste à calculer l'espérance de ce machin-là. Mais là, il y a moyen de faire le calcul, mais on peut faire beaucoup plus simple, parce que ce que je vous avais dit, c'était que l'espérance, je vais l'écrire comme ça, somme sur z des k nu k, ça faisait 0. Nu était centré. Donc, il y a juste à utiliser ça. Vous voulez que je fasse le calcul? Non, je ne vais pas faire le calcul. Vous utilisez ça, là, et vous voyez que l'espérance de xi p égale alpha p plus bêta pour un certain alpha bêta. Et donc, vous voyez que vous êtes dans ce cas-là, si et seulement si p va être avec ici un alpha qui est strictement positif. Vous voulez que je le fasse? C'est vraiment tout bête. Hein. J'utilise ça, je le mets là-dedans, je tourne. Et donc, voilà. Je vais mettre comme ça. PC est égal à bêta sur alpha. Et ça vaut, en fait, je m'en souviens plus. Et j'ai plus de batterie ici. Peut-être que quand vous avez changé alpha p plus bêta en alpha p moins bêta, ça amateur, ça roule, que ça soit plus ou moins ou... C'est juste pour avoir un bêta sur alpha et pas un moins bêta sur alpha. Alpha et bêta sont positifs. De toute façon, bêta égale moins aussi, z. Alors, ça fait combien? Roulement de tambour. J'aurais dû l'apprendre par cœur. Ça fait 3/4, merci. PC égale 3/4.
Ok. Vous voyez donc en fait que, juste une petite lumière sur un point, le fait que la percolation, il n'y ait pas percolation au point critique ici, donc c'est-à-dire que APC, la probabilité qu'il y ait un cluster, que le cluster de l'origine soit infini, est égale à 0, ça revient au fait que si vous prenez une marche aléatoire qui est critique, c'est-à-dire l'espérance vaut 0, eh bien en fait elle va quand même toucher les négatifs, et donc vous allez tuer votre marche. C'est juste ça en fait. Donc c'est là, le fait qu'il n'y ait pas percolation au point critique, c'est juste un phénomène de marche aléatoire tout bête. Alors que c'est beaucoup plus subtil dans le cas de Z2 par exemple, ou Z3 où on ne sait pas faire. Ok. Alors ça termine la partie percolation. En fait, ce que je vous ai fait là, c'est très général, ça marche pour beaucoup d'autres modèles de cartes. Et ça marche aussi pour d'autres modèles de percolation. En particulier, on peut traiter la percolation par arête, c'est-à-dire qu'au lieu de colorer les faces en blanc, en noir, on colorie les arêtes en noir et en blanc, et on trouve le même genre de résultat, sauf que l'algorithme d'épluchage ici est autrement plus tiré par les cheveux que celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Je veux quand même dire qu'on ne sait pas faire la percolation par site. On sait le faire sur le cas des quadrangulations grâce à un travail récent de Loïc Richier, mais de manière générale, pour les autres cartes, la percolation par site, ça reste... par site, ça veut dire que les sommets sont coloriés, ça reste mystérieux. Ok, dans les 20 minutes qui me restent, je vais faire une dernière application avec un dernier algorithme de peeling, où cette fois, je vais vous parler de la géométrie des cartes. Des questions là-dessus ? Hop, donc c'est chapitre je ne sais pas combien. Voilà, géométrie de l'UIPQ. Qu'est-ce que ça veut dire l'UIPQ? Ça veut dire que cette fois-ci, je me mets sous la loi P1 infini. Donc ma carte sous-jacente, c'est quoi? J'ai un degone que je peux voir comme une arête. Et tout le reste, c'est des quadrangles qui pavent tout le plan. D'accord? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer à quoi ressemble la géométrie de cette carte. Et je vais tricher un peu. Je ne vais pas vous expliquer la géométrie de M, mais je vais vous expliquer, comme d'habitude, la géométrie de son dual. Je ne vous le refais pas, hein, je mets... D'accord? Ok. C'est quasiment pareil hein, pour ceux qui, à grande échelle, la géométrie de la carte et de son dual doivent être à peu près les mêmes. Il n'y a pas l'étudiant de... Non, il n'est pas ici. Thomas. L'autre Thomas, pas ce Thomas-là, l'autre. Non. Parce que je crois qu'il est en train de travailler dessus. Donc. Ok, donc c'est quoi le résultat que je vais vous prouver? Bon, je vous le mets sous forme de théorème. Si vous regardez la boule, alors comment je l'avais noté? Ball? Je l'avais déjà noté, ball? Ou j'avais peut-être utilisé des crochets? Mais justement, je ne veux plus utiliser les crochets. Donc j'avais utilisé les crochets pour vous dire... D'accord, donc je vais le noter comme ça. Prenez la boule de rayon R dans M, dans le dual de M. Donc sous P1 infini, dm. Je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire par ça, mais en première approximation, pensez juste à la boule de rayon R dans la carte. Eh bien, je vais vous montrer que le volume de ce truc-là, c'est à peu près en R puissance 4, plus un petit taux de 1. Le petit taux étant R, c'est le 4
que je veux vous montrer. Plus précisément, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas pour la boule, c'est pour la boule complétée, la boule farcie. Ok, j'ai besoin de vous expliquer ce que je veux exactement dire par la boule de rayon R. Et ce que je veux dire par la boule de rayon R farcie, complétée. Donc, vous avez votre carte M, vous avez votre carte duale, M dagger. Et dans M dagger, donc M dagger, il y a la face racine qui est ici. Ça, c'est l'origine de ma carte duale. Et je vais considérer l'ensemble des faces. Donc, l'ensemble des faces, c'est l'ensemble des sommets pour le dual. Donc, l'ensemble des points du dual qui sont à distance de graphe dans le dual. Donc, ça, c'est une face. Ça, c'est la face racine, FR, avec mes notations. Plus petite que R. Vous allez vous dire, pour l'instant, c'est exactement la même définition que crochet M dagger. Crochet M dagger, c'est l'ensemble des points et des arêtes qui sont toutes à distance plus petite que R de l'origine. Sauf que là, je ne vais pas voir cet ensemble-là, donc ball c'est l'ensemble de toutes les faces et de toutes les faces qui sont à distance moins que R, mais je vais voir cet ensemble-là comme une sous-carte de M. Et c'est là la différence. Je vais la voir comme une sous-carte de M. Alors je vous fais un dessin plutôt qu'une vraie définition. Alors, il faut que je fasse quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant en temps limité? Oui, dans la dernière phase que vous avez faite, Je vais faire un truc comme ça. Pour être sûr que je fasse un truc d'intéressant, ça va le faire. Hop. Sauf que là, 1, 2, 3, 4, je déconne plein de tubes. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 5. Non, c'est bon. Oui, vous verrez le truc. Hein. Donc imaginez que ma face racine, c'est celle-ci. Maintenant, je vais regarder l'ensemble des faces qui sont à distance moins que... Allez, 2. On va commencer par 2, on va voir ce que ça donne. Peut-être 3 quand même. Hein. On va faire 3. Donc, les faces qui sont à distance 1 de celle-ci, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est les faces qui sont à distance duale égale à 1 de l'origine. Après, je vais prendre les faces qui sont à distance duale 2. Et puis, il y aurait celle ici. Et je vais prendre celles qui sont à distance duale 3. Alors, il y a celle-ci. C'est bon? J'en ai une qui n'est... Ouais! Tout ça pour ça? Et donc, ce que je vais dire, c'est que c'est quoi la boule de rayon 3 dans M dagger? Eh bien, c'est la sous-carte de M qui est obtenue en reliant toutes les faces qui sont à distance moins que 3 de l'origine de la carte duale. Je vais m'arrêter un jour.
En gros, ce que je suis en train de vous expliquer, je fatigue, hein, mais après 8 heures, c'est... En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, avec mes notations de petits ronds, c'est l'ensemble des arêtes duales qui sont de la forme IJ, où I et J sont les distances à la face racine, c'est FR, c'est par ρ, tel que quoi? Eh bien, tel que... Ben non, en fait. En fait, je veux... C'est là que je me suis planté. Je veux pas ça. Tout ça, je faisais ce dessin pour ça et je me suis planté. Je veux pas relier les jaunes ensemble. Je veux que I, enfin, le min de I et de J soit plus petit que R-1. En gros, si j'ai une face ici à distance R et si j'ai ici une face à distance R, eh bien, cette arête-là n'est pas présente. Je ne veux pas mettre les arêtes RR. En revanche, si celle-ci est à distance R-1, je veux bien mettre les arêtes RR-1. J'aurais peut-être juste dû faire ça, parce que là, en fait, bon, bref. Oubliez, là, faites, il ne s'est rien passé les 5 dernières minutes. C'est ça la définition, d'accord? Vous faites un reset, un comment in black, regardez sur le petit truc rouge, là, clic. C'est ça ma définition. Bon. L'avantage de cette définition, c'est que, contrairement à la définition que je vous avais donnée au tout début avec ces crochets, ça, ce n'est pas une sous-carte de M, mais ça, avec ma définition, c'est une sous-carte de M parce que je vous ai donné exactement l'ensemble des arêtes duales qui sont décrites, le machin. Bref. OK. Ça va être peut-être un peu plus clair si je vous explique l'algorithme de peeling sous-jacent. Parce que, vous vous en doutez bien, pour prouver ce théorème, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de l'épluchage. Donc, épluchage par couche. Et qu'est-ce que ça va être l'épluchage par couche? Eh bien, je vais vous faire déjà sur un exemple, et après je vous donnerai la définition. Donc, je vais vous donner un algorithme A, que je vais appeler A layers, pour couche en anglais, qui est un algorithme d'épluchage et qui est adapté à la distance duale. Je vous donne un exemple. Et après, je vous donne la définition formelle. Un exemple, c'est imaginez que E0, c'est, comme d'habitude, notre carte formée seulement de la face racine. Donc la face racine qui est à distance 0 d'elle-même. Donc j'ai découvert la boule de rayon 0. Là, j'ai découvert ball 0 m dagger. Ce que je veux faire maintenant, c'est découvrir la boule de rayon 1 dans le dual. Donc ce que je vais faire, c'est je vais découvrir les faces adjacentes à celle-ci, les unes après les autres, celles qui sont à distance 1. Donc, disons, je vais éplucher cette arête-là. Imaginons, je découvre une face comme ça. Alors cette face-là, forcément, elle est à distance 1 de la face racine. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais éplucher n'importe laquelle de ces trois arêtes pour essayer de découvrir une face à distance 1, mais je vais le faire d'une façon cohérente, je vais le faire en tournant autour des aiguilles d'une montre, en tournant autour de la boule de rayon 0 dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que la prochaine arête que je vais éplucher, c'est celle-ci. Et là, imaginons, je découvre ça.
2, 3, 4. C'est un événement C, mais je prévois un événement G ici. Alors. OK? Donc forcément, cette arête que j'ai découverte ici me mène à une face à distance 1. Et je continue à tourner autour de ma boule de rayon 0. Et je fais le pinning de cette arête qui, peut-être, m'amène à un événement G qui me fait identifier ça et ça, peut-être avec un trou ici. Si c'est un trou, comme je vais faire un pinning farci, si j'ai un trou, je le remplis et j'en ai rien à faire. Je garde juste le trou qui garde la composante infinie sur ma face externe. Et je continue. Donc je ne regarde pas ce qu'il y a dans ce trou-là. Hop. Et je continue. J'ai plus qu'une seule arête qui est à distance, une seule arête qui me relie à ma face de racine. Et si par exemple j'ai un événement de type C, hop, oups, je me prends dans les couleurs. Hein, vous avez vu, j'ai tourné autour de la boule de rayon 0, et là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai la boule de rayon 1. Et vous voyez que la boule de rayon 1 est formée des arêtes qui sont de type 1, 0. Je n'ai aucune arête 1, 1. C'est pour ça que, dans ma définition tout à l'heure, je ne voulais pas mettre les arêtes 1, 1. Parce que là, vous avez vu, j'ai tourné autour de la boule de rayon 0 et j'ai la boule de rayon 1, mais je ne sais pas, par exemple, si cette face-là et cette face-là sont collées ou pas. Je vais le savoir après, quand je vais tourner autour d'eux. C'est pour ça que je... Bref. OK. Donc, formellement, si EN est du type suivant, si EN est formé... Donc, vous savez qu'il y a un seul trou parce que vous êtes sur une exploration farcie. Et si vous avez un nombre R tel que toutes les arêtes qui sont adjacentes à une face à l'intérieur qui est à distance R de la face racine, et que les autres sont à distance R plus 1 de la face racine, ça, je vous dis, c'est une condition au bord. Si j'ai ça, alors j'épluche l'arête ici. La seule arête qui est adjacente à une face à distance R, qui est adjacente sur sa gauche à une arête adjacente à une face à distance R plus 1. Ce que je prétends, c'est que si je fais cet algorithme de pinning, ces conditions au bord sont préservées. Il se peut qu'une de ces deux parties soit réduite à 0. Par exemple, il se peut que j'ai que des R. Dans ce cas, j'en prends un au pif. Mais dès que j'ai un R plus 1, je me mets à l'interface. OK. De toute façon, il me reste 3 minutes pour conclure. Ça va être rock'n'roll. Bon. Donc il faut vérifier que c'est bien un algorithme de pinning qui préserve ces conditions au bord. C'est assez facile à voir. Et là, c'est un algorithme tout à fait déterministe. Hein. Il n'y a pas d'aléa. Donc, qu'est-ce que vous savez? Eh bien, vous savez que votre épluchage farci suit la loi, est une chaîne de Markov dont vous connaissez les probas de transition. En particulier, ce que vous savez, c'est que le périmètre de EN est de l'ordre de n puissance 2 tiers. Est-ce que je vous l'ai dit la semaine dernière aussi que le volume de EN est de l'ordre de n puissance 4 tiers? Je ne vous l'ai pas dit, hein. Mais il est temps, je vous le dis. Mais ça, vous pouvez le voir, vous pouvez vous dire c'est une chaîne de Markov, vous connaissez les probas de transition, vous regardez ce que ça fait, c'est pas compliqué. Maintenant, il faut que je vous relie ce pinning farci, EN, à ma quantité géométrique qui est la boule de rayon R. Mais si je vous dis que θr, si je vous dis que c'est le plus petit i, tel que toutes les arêtes ou toutes les faces
Ouais, non, je vais dire toutes les arêtes plutôt. Toutes les arêtes du bord de EN sont adjacentes, c'est long à écrire, à une face. Le plus petit i tel que toutes les arêtes. Est-ce que je veux le plus petit i? Non, je veux le sup. Le sup des i tel que toutes les arêtes de EI sont adjacentes à une face f telle que la distance duale entre la face racine et f est plus petit que r. En gros, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que quand vous prenez EN, il y a un h, ce que j'appelle h de EN, qui, sur mon dessin ici, est r. C'est la hauteur ou c'est la distance duale à laquelle vous avez avancé. D'accord? Grosso modo, ce qui se passe, c'est que E en θr, eh bien, c'est égal à la boule de rayon R. Donc en gros, pour avoir la boule de rayon R, vous prenez votre suite d'exploration et vous la changez de temps par ce changement de temps ici. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est la boule de rayon R dans M dual. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez comprendre la géométrie de la boule de rayon R, en particulier son volume, puisque vous connaissez le volume de En à un temps n fixé, qui est n puissance 4 tiers, vous devez comprendre comment évolue ce changement de temps, θr. Donc le but, c'est comprendre θr. Et là, je vais un peu agiter les mains, mais imaginez qu'à un certain moment, vous avez découvert la boule de rayon R. Donc vous n'avez que des faces ici adjacentes à distance R de l'origine. Vous commencez votre peeling et votre peeling va vous faire découvrir ce qu'on appelle une nouvelle couche avec des nouvelles faces qui sont à distance R plus 1. Et ce que vous allez faire, vous allez tourner comme ça autour jusqu'à ce que vous ayez découvert la nouvelle couche avec toutes les faces à distance R plus 1. Croyez-moi sur parole, quel est le temps qu'il faut pour tourner autour de ce mec-là et découvrir toute la nouvelle couche? En fait, ce qui se passe, c'est que le temps nécessaire, c'est à peu près le périmètre ici. Donc ça veut dire qu'en notation un peu physicienne simplifiée, ça veut dire que delta de θr, ça vaut P de θr. C'est-à-dire θr plus 1 moins θr, le temps qu'il faut pour tourner autour de la couche, c'est à peu près le périmètre de la couche. Mais ça, vous savez ce que c'est? Ça, vous savez que c'est à peu près θr à la puissance 2 tiers. Alors là, vous fermez les yeux, vous faites tout à la physicienne et vous vous dites, si delta de θr vaut θ à la puissance 2 tiers, que vaut θr? Eh bien, θr, il vaut quoi? Eh bien, il vaut R3. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça vous dit que θr vaut à peu près R3. Parce que R plus 1 cube moins R cube, c'est à peu près de l'ordre de R carré, et R carré, c'est R cube à la puissance 2 tiers. Ah, bah voilà, vous mettez θr à peu près R3, et vous le pluguez là-dedans, et donc ça, c'est à peu près E R3. Ah, mais E R3, bah vous savez que son volume, c'est à peu près n à la puissance 4 tiers, quand n est remplacé par R3. Et voilà! Merci de votre attention.